Je vois qu'il est 11h03. Beaucoup de personnes commencent à nous rejoindre. On va pouvoir débuter la session. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là et de s'être rejoints à nous pour ce webinaire donc, sur l'article 29 de la loi énergie-climat. Donc, l'idée, c'est de présenter les nouvelles exigences et les nouvelles ambitions pour 2023. On va vous demander de vous présenter pour que ça soit un petit peu plus interactif dans le chat, avec vos prénoms et dans le rôle dans lequel vous êtes. Pour toutes vos questions et réponses, n'hésitez pas à les poser directement dans la section Q&R pour qu'on puisse répondre soit pendant la participation, soit à la fin quand on aura vraiment un temps dédié aux questions. Juste pour votre information, le webinaire va être enregistré, donc il sera disponible en replay à la fin du webinaire. Donc voilà, ce sujet de l'article 29, c'est un sujet crucial pour nous et pour tous la place financière, vu que c'est vraiment une exigence de transparence sur le climat et sur la biodiversité qui est vraiment très ambitieuse en France et en Europe. Et pour discuter de ces sujets-là, on a le plaisir avec nous d'avoir Arthur de la Direction générale du Trésor, Antoine Cady de CSC Biodiversité et Mélissa ainsi que moi-même pour discuter du côté de Carbone 4 Finance également. Je peux peut-être vous laisser vous présenter chacun des panélistes très rapidement. Donc Arthur, peut-être pour commencer. Et merci beaucoup Mona et bonjour à toutes et tous. Donc ravi d'être là, je suis Arthur Compredon, je travaille à la Direction générale du Trésor et donc je suis adjoint en chef du bureau du coup en charge de la finance durable. Et donc à ce titre, je suis une bonne partie du coup de toutes les réglementations au niveau européen, international et français relatifs à la finance durable et en particulier du suivi de l'article 29 LEC qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ravi d'être là et merci beaucoup à Carbone 4 pour l'organisation. Merci Arthur. Je te laisse la main Antoine. Écoutez, bonjour à tous. Antoine Cady, je suis directeur recherche et innovation chez CDC Biodiversité, une filiale dont je vais vous reparler dans quelques instants. Voilà, nous avons développé le Global Biodiversity Score, donc l'équipe qui s'intéresse à la mesure d'empreinte, à l'évaluation d'empreinte biodiversité, est dans ma direction. À tout de suite. Et Mélissa. Du coup, Mélissa Pérez, enchantée, je suis directrice commerciale de Carbone 4 Finance et j'ai rejoint il y a un peu plus de 1 an et demi. Avant, je travaillais beaucoup en finance de marché et c'est très intéressant de voir un petit peu ces nouveaux sujets qui ne sont pas du tout nouveaux du climat et de la biodiversité, mais rentrer dans la réglementation et voir que c'est un réel impact sur les investisseurs et sur les entreprises. Merci beaucoup. Et enfin, Mona, donc je travaille également chez Carbone 4 Finance avec une expertise réglementaire de mon côté et également sur les questions commerciales. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de sujets à aborder ensemble pour le programme du jour, l'agenda qu'on va vous proposer. Donc premièrement, Arthur Compredon va nous présenter les exigences du décret de l'article 29. Ensuite, on va voir un peu l'expertise climat et biodiversité, comment en pratique se passe le partenariat entre CDC Biodiversité et Carbone 4 Finance. Enfin, Mélissa Pérez va pouvoir nous parler des différentes méthodologies que propose Carbone 4 Finance pour justement répondre à l'article 29 LEC. Et on va également vous proposer quelle est notre solution complète de rapport pour répondre à ces exigences réglementaires. Et enfin, bien sûr, un temps de questions pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur ces sujets-là. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie Q&A. Donc, pour commencer, on va passer sur la partie avec Arthur Compredon, qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui pour nous présenter les exigences de l'article 29 LEC. Je te laisse la main, Arthur. Merci beaucoup Mona. Et donc encore une fois, je vous remercie du coup à tous pour l'organisation et pour votre participation. Du coup, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps pour laisser la place aux vrais experts qui vont vous parler du coup des méthodologies et de la façon de répondre aux exigences. Mais peut-être avant tout de vous faire du coup une petite présentation assez rapide en 3 points. D'abord, vous rappeler un petit peu du coup la genèse du décret, quelle était la rationalité qu'on a suivie, le narratif, et d'y présenter les différentes exigences. Ensuite, peut-être revenir sur l'exercice 2022. Quelques premiers enseignements, quelques premiers retours qu'on a eu côté direction générale du Trésor. Petit disclaimer, je n'ai pas lu les 400 rapports à ce stade. Je crois que personne n'a lu, mais voilà, du coup, on a quand même eu la chance d'avoir quelques échanges avec du coup des participants de marché qui nous ont passé pas mal de retours. On a parlé à beaucoup de parties prenantes, donc on a quelques sujets qui commencent à émerger.
Et enfin, vous présentez en troisième partie les nouvelles exigences au titre de l'exercice 2023 avec trois grosses dispositions qui entrent en application. Et enfin, ce qu'on peut appeler du coup les exigences des autorités publiques. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'on attend, nous, spécifiquement, Direction générale du Trésor et plus largement Ministère de l'économie et des finances, de ces exercices, pourquoi c'est vraiment utile pour nous et pour la collectivité. Alors voilà, sans plus attendre, je vais du coup rentrer directement dans le sujet. Article 29 LEC, d'où ça vient? Je vais être très rapide là-dessus parce que je pense que vous commencez à tous connaître très bien le sujet. Nous, en 2015, au niveau du gouvernement français, on avait établi donc, le premier reporting pour les investisseurs, donc institutions financières, le fameux article 173.6 et son décret d'application, qui commençait déjà de manière assez inédite à demander aux investisseurs tout un tas d'informations sur leur politique d'investissement, leur gestion des risques, comment cela, le cas échéant, prenait en compte les facteurs ESG. Sur cette base-là, ce décret et cet article de loi, il y a eu plusieurs exercices de reporting, donc 3 ou 4. S'en est suivi toute une réflexion au niveau européen, dans le cadre notamment du plan d'action de la Commission européenne pour développer tout un cadre réglementaire sur la finance durable et aligner nos flux financiers sur nos gros objectifs environnementaux et climatiques. Un règlement qui va demander au niveau européen tout un tas d'exigences, tout un tas d'informations pour les investisseurs particulièrement. Ce règlement, ça s'appelle le règlement SFDR ou Disclosure. Ce règlement a été adopté fin 2019, donc il fait suite, il a repris une grande partie de nos articles 113.6, donc on est assez fiers au niveau français d'avoir influencé le processus européen à ce niveau-là. Prenant cette base-là, le règlement étant une application directe, il a fallu du coup un petit peu ce qu'on appelle un peu toiletter, c'est un peu notre popote interne, légistique, pour harmoniser nos règles nationales avec le règlement d'application directe au niveau européen. Il a fallu harmoniser tout ça et on a profité de cet exercice et de l'ouverture du coup d'un article de loi spécifique à cela pour décider d'aller encore plus loin que l'exigence du règlement adopté au niveau européen et mettre en place tout un cadre de reporting de nouveau inédit, avec une spécificité sur le climat et sur la biodiversité, j'y reviendrai, et spécifier du coup certaines dispositions du règlement qui manquaient peut-être d'aspect méthodologique et de granularité d'information. Là-dessus, je pense par exemple à l'article 3 de SFDR sur la gestion des risques, qui ne dispose pas de ce qu'on appelle dans notre jargon de RTS ou d'actes délégués qui viennent préciser comment appliquer concrètement cet article. Donc nous, on est venu préciser tout cela dans le décret. J'en ai parlé, notre volonté, c'était aussi d'aller plus loin sur deux sujets qui sont centraux pour nous au niveau du gouvernement, c'est donc le climat et la biodiversité. Le climat, vous connaissez très bien le sujet, la biodiversité, un petit peu moins, parce qu'on a eu ce momentum biodiversité depuis quelques années qui vient essentiellement d'une prise de conscience scientifique, académique, des think tanks et même des autorités publiques des grosses pertes de biodiversité. On parle de 6e extinction de masse, la première causée par l'homme. Enfin bref, tout ce momentum sur lequel nous, on a voulu rebondir. On avait aussi la COP qui était prévue il y a 2 ans, qui a été reportée à cause du Covid, on y reviendra plus tard. Et donc tout cela pour dire que nous, on a voulu aller plus loin sur deux aspects, à la fois l'alignement sur nos grands objectifs, et ça c'est central pour nous, j'y reviendrai tout à l'heure. Comment est-ce que les institutions financières alignent leurs investissements, leurs stratégies sur nos grands objectifs? Nous, c'est très important au niveau des autorités publiques d'avoir une vision là-dessus, une visibilité en termes de planification, d'organisation de l'économie, etc. Tous les termes qui commencent à émerger de manière de plus en plus prégnante dans le débat français. Et puis, sur, je l'ai dit, la gestion des risques. Comment est-ce qu'on a fait? Quelle méthode? Nous, ce qu'on a dit, c'est que globalement, l'article 73.6 était intéressant. On a eu beaucoup d'informations, on a eu tous ces reportings qui ont donné un peu une visibilité là-dessus. Malgré tout, on a quand même constaté un gros manque de comparabilité des reportings, avec en fait une impossibilité pour nous d'avoir une vraie vision de la situation actuelle des institutions financières, où elles en sont, où est-ce qu'on en est sur nos grands objectifs, nos stratégies, notre politique, du manque en fait de métriques comparables, du manque de transparence sur les métriques, etc. Et donc, dans notre article 29 LEC, c'est quelque chose qui structure vraiment toutes les dispositions et toutes les exigences. On a déterminé non pas la métrique à utiliser ou une méthodologie, parce que ce n'est pas du ressort de la loi de faire ça. Malgré tout, on a quand même bien encadré avec beaucoup de granularité en termes d'informations demandées et de méthodologie utilisée, et associé à ça, une transparence. Transparence sur quoi? Sur les métriques et les méthodologies utilisées. Ce qui nous permettra, nous, à terme, d'avoir des données beaucoup plus comparables et utilisables pour nous, politiques publiques. Et enfin, tout l'objectif, et ça c'est le reporting extra-financier pris dans sa globalité. On a tout un cadre au niveau européen, j'ai parlé d'ACFDR, on a aussi CSRD pour les entreprises non financières. On suit toujours ce même système de dire on veut créer cet écosystème de données qui va nous permettre d'avoir une vraie visibilité, à la fois pour nous, pour les investisseurs, pour les ONG, pour les banquiers, pour tout le monde, pour les entreprises, sur
quelle entreprise a quel impact, quelle stratégie, etc., pour, in fine, il ne faut pas oublier ça. Quel est notre but? C'est aligner l'ensemble des flux financiers sur nos grands objectifs environnementaux, et là particulièrement climatiques et biodiversité. Alors ensuite, du coup, sur la slide suivante, je vais vous présenter très rapidement les informations à demander. Enfin, je vais passer pas beaucoup de temps parce que c'est important, mais on est déjà revenu plein de fois. Donc, l'article important dans ce décret, c'est le 3 bulles de l'article 1er qui vient détailler du coup les 9 sections à publier. 9 sections, c'est 9 types d'informations que vous allez devoir publier au titre de vos diligences de reporting. La première disposition, la première section, c'est la démarche générale de l'entité. Quelle est ma démarche générale de prise en compte des facteurs ESG? Est-ce que j'ai des fonds labellisés? Est-ce que j'ai adopté une charte? Est-ce que j'ai une politique spéciale, etc., etc. Tout ça doit être détaillé de manière précise et transparente dans votre reporting. La deuxième section, c'est tout ce qui est les moyens internes, les moyens financiers, les moyens RH, etc., en faveur d'une meilleure prise en compte des facteurs ESG, notamment, en particulier dans la politique d'investissement. La troisième section, c'est tous les aspects de gouvernance. Gouvernance, c'est voilà, dans quelle mesure mes instances de gouvernance, donc par exemple, je pense au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, etc., ont un rôle dans la définition de la politique d'investissement de l'ESG. Est-ce que les critères ESG sont intégrés dans le règlement intérieur? Est-ce que la politique de rémunération est associée, par exemple du top management, est associée à tous ces critères ESG, etc. Tout un tas d'informations qu'on va vous demander. Enfin, le quatrième point, c'est important pour nous, c'est la stratégie d'engagement. Stratégie d'engagement, c'est comment est-ce que vous allez avoir, comment vous allez décliner vos différentes politiques de vote, les comptes rendus, et les incidences sur le désengagement sectoriel, par exemple, ou le désinvestissement d'énergie fossile, le cas échéant. Tout un tas d'informations qui nous sont vraiment utiles. Pourquoi là-dessus? C'est parce que vraiment, on a cet aspect de transition très important au sein du gouvernement. C'est quelque chose sur lequel on veut vraiment se concentrer, faire transformer l'économie. Et donc voilà, la stratégie d'engagement participe de cela. Les dispositions suivantes également. Le 5, et celui-là, il n'est pas encore entré en application, ce sera pour l'année prochaine. C'est important puisque c'est l'alignement des encours sous gestion ou du bilan, le cas échéant, sur la taxonomie. La taxonomie, donc, qui est, comme vous le savez tous, l'outil central de détermination d'une activité durable. Et également, et c'est inédit, sur l'énergie fossile. L'énergie fossile, on a pris la définition présente dans l'acte délégué de SFDR, auquel vous pouvez vous référer, mais globalement, si je dois résumer, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur du fossile, c'est-à-dire en amont, extraction, etc., production d'énergie, etc. Le 6 bulles, la sixième section, pardon, là aussi c'est central et ça fait partie de notre plan et nos stratégies du coup alignement, c'est l'alignement sur l'accord de Paris. Comment est-ce que vous allez vous aligner vos stratégies d'investissement, votre politique sur la neutralité carbone 2050. Comment est-ce que vous faites? Avec du coup un plan d'action rétroactive, disant en 2030, je me fixe une cible de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et puis tous les 5 ans, je revois, etc. cette cible. La section suivante, c'est l'alignement biodiversité. Et là, c'est totalement inédit, c'est comment est-ce que, pareil, vous allez aligner votre stratégie et vos investissements, votre politique sur les grands objectifs de biodiversité. Bon, quand on a pris le décret, on pensait qu'on allait avoir du coup une COP 15 qui allait permettre de déterminer quels étaient vraiment l'objectif. Bon, on n'a pas vraiment eu ça en décembre, j'y reviendrai tout à l'heure, mais néanmoins, on a quand même quelques grandes inquiétations dans la Convention de Rio de 92 et puis voilà, dans le cadre IPBES qui nous permettent quand même d'avoir une première vision de quels objectifs on va attendre. On espère, dans le cadre des négociations à venir, avoir une métrique identique à le 1,5 degré, à la neutralité carbone, pour pouvoir se référer et avoir une information comparable pour tous les acteurs. Aujourd'hui, on parle par exemple de plus 35% d'intégrité des écosystèmes, ou alors d'autres métriques qui seraient utilisées le cas échéant dans l'accord, et qui vont vraiment servir de base pour ces trajectoires d'alignement. La section suivante, c'est une section vraiment importante, c'est tout ce qui est gestion des risques. La gestion des risques, avec un focus spécifique, une nouvelle fois, sur le climat et sur la biodiversité, avec tout un tas d'informations précises à déterminer, notamment une estimation quantitative. Je vais y revenir plus tard. Et enfin, la 9e section est aussi importante. Pourquoi? Puisque, en fait, dans toutes ces dispositions, donc que ce soit l'article 173.6 à partir de 2015 et maintenant l'article 29 LEC, sont des dispositions qu'on appelle comply or explain. C'est-à-dire que vous allez devoir répondre à ces exigences si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous allez devoir expliquer pourquoi vous ne le faites pas. Ça, c'était la logique. On s'est rendu compte que dans l'application, le explain n'était pas toujours assez bien détaillé, n'était pas toujours assorti d'objectifs pour le reporting de l'année suivante, etc., etc.
Donc, on a créé ce qu'on a appelé le plan d'amélioration continue, qui entrera pareil en application l'année prochaine, qui vient préciser, voilà, maintenant, vous n'avez plus le choix. Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette exigence pour cette année, vous allez devoir avoir un rétro-planning d'action pour vous permettre, à terme, de vous mettre en conformité avec cette exigence. Donc voilà, là, on met tout un tas de reporting additionnels, et c'est vraiment important pour nous, sur dans quelle mesure vous allez pouvoir aligner vos pratiques et répondre à terme aux exigences du décret. Voilà, ça c'est globalement donc la structure du décret et la structure du reporting. Ensuite, quelques premiers constats. Alors, je l'ai dit une nouvelle fois, j'ai malheureusement pas eu le temps de lire les 400 rapports des institutions financières, même si j'aurais bien aimé. Quels sont les premiers constats qu'on a? C'est-à-dire que nous, on avait associé quand même une ambition assez forte sur ce décret, en ayant conscience que, bien sûr, le marché n'était pas forcément mature pour répondre à l'ensemble des dispositions. La logique, une nouvelle fois, ce n'était pas une logique punitive en disant, voilà, vous devez, malgré tout, malgré le manque de données, le manque de méthodologie, etc., vous conformer à l'ensemble de ces dispositions, mais c'est bien une logique de ce qu'on peut appeler de mainstreaming ou alors de diffusion d'informations en disant, voilà, ce sujet existe, vous devez le prendre en compte et vous devez mettre en place un plan d'action pour être en capacité de répondre à ces objectifs. Là, je pense, voilà, par exemple, à la maturité de certains sujets. J'y reviens une nouvelle fois, c'est par exemple à la biodiversité. La biodiversité, effectivement, on peut saluer beaucoup de travaux qui sont en cours, notamment de CDC Biodiversité. Je laisserai du coup Antoine élaborer là-dessus. Mais voilà, le sujet n'est pas encore très bien pris en compte par les entreprises, par les institutions financières. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore assez de maturité sur les métriques, sur les méthodologies. On a encore beaucoup de réflexions. On n'a pas d'objectifs au niveau international, je l'ai déjà dit. Donc voilà, on a eu, et c'est vrai qu'on peut le constater, des parties quand même globalement assez mal remplies, qui sont expliquées par le manque de données, par tout ce que je viens de dire. Bon, néanmoins, voilà, on peut quand même constater ce manque de parties quand même assez bien remplies, notamment sur l'alignement. On n'a pas vraiment de trajectoire d'alignement. On a, pour quelques acteurs, les mieux-disants et ceux qui ont vraiment pris le sujet à bras-le-corps depuis longtemps, quand même quelques indications que grâce à des indicateurs clés comme par exemple le GBS, on va pouvoir commencer à mesurer notre impact sur la biodiversité. Et ça, vraiment, ça participe du momentum en cours. On a beaucoup d'autres initiatives parallèles qui participent aussi de ce momentum. On peut parler par exemple de la TNFD, j'imagine qu'on reviendra plus tard dans la présentation. On peut parler du coup de la COP, on peut parler beaucoup de choses. Pour le climat, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a quand même eu des données de meilleure qualité, mine de rien, puisque le sujet va être plus mature et déjà mieux anticipé. Et on a des métriques faciles, entre guillemets faciles à utiliser. C'est pas si facile que ça, mais ça reste quand même plus facile que la biodiversité. On a une métrique d'émission de gaz à effet de serre qui peut être utilisée et utilisée de manière comparable. On a la température du portefeuille, etc., etc. Bref, on a beaucoup de choses qui sont quand même utiles. Malgré tout, nous, a priori, ce qu'on a constaté, encore une fois, c'est à prendre avec beaucoup de guillemets, puisqu'on n'a pas effectivement une vision de l'ensemble des rapports. Néanmoins, les premiers retours qu'on a, c'est on manque d'objectifs quantitatifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de plan de déclinaison à partir de 2030 de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a pour la plupart des acteurs, et ça on peut s'en féliciter, en général un calcul de la température du portefeuille, ce qui a été globalement fait. Malgré tout, le plan de déclinaison d'action de comment est-ce que je vais aligner cette température et comment je vais la réduire pour l'aligner à 1,5 degré à 2050, on n'y est pas encore. Mais voilà, on n'a pas encore non plus d'analyse vraiment réelle de scénario. Mais bon, on peut quand même se féliciter que, mine de rien, les acteurs prennent les sujets climatiques et biodiversité à bras-le-corps et qui commencent à décliner toute une stratégie pour faire remonter des informations, etc., etc. Les prochains exercices de reporting, je pense à l'année prochaine, et aussi aux années suivantes, à mon avis, seront facilités par l'écosystème de données qu'on est en train de créer, notamment par la mise en place de la CSRD et par toutes les informations qui vont venir des institutions non financières, qui va aider à la fois les entreprises elles-mêmes, mais aussi les prestataires de services, donc les cabinets, pour développer des méthodologies qui soient basées sur des données robustes, fiables, comparables et pertinentes. Et ça, c'est important. Autre chose qu'on a noté sur le climat, c'est qu'on a quand même constaté assez, et ça c'est quelque chose dont on se félicite, et c'est du coup notre ministre est très attentif à ça, c'est qu'on a quand même assez globalement une politique d'exclusion secteur fossile qui a été publiée et associée au rapport. On peut regretter qu'elle n'ait pas tout le temps été liée au sujet alignement, qui pour nous en fait ce lien est quand même assez intrinsèque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on détermine une stratégie d'alignement, on doit avoir une politique d'exclusion sectorielle. Il y a quelques acteurs qui ont lié les deux sujets, et ça, on s'en félicite. Mais malgré tout, on peut constater quand même quelque chose de très positif, qui est on a eu une politique d'exclusion secteur fossile pour la plupart des acteurs.
On peut aussi, du coup, dans les difficultés d'application, noter que c'est un décret qui est nouveau, avec beaucoup d'exigences assez nouvelles. Donc, voilà, on a quand même quelques difficultés d'appréhension du point de vue reporting technique, c'est-à-dire voilà, comment est-ce que moi, conglomérat financier, je vais structurer mon reporting, quelle quantité, comment est-ce que je vais structurer mon rapport, quelles données, est-ce que je peux agréger ou non, enfin beaucoup de questions qui se posent et sur lesquelles en fait, le rôle du superviseur va être essentiel l'année prochaine. Alors, l'exercice 2023. L'exercice 2023, c'est un exercice qui est pour nous du coup assez central. Pourquoi? Parce que c'est la concrétisation de ce qu'on a commencé à lancer et du coup de cet exercice 2022. Pourquoi c'est important et pourquoi ça va être, pour nous, on l'espère, un exercice de meilleure qualité. D'abord, et c'est écrit dans le slide, on va constater, on commence à constater déjà de la part de beaucoup d'acteurs, l'émergence de bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on va avoir une certaine comparabilité, c'est-à-dire les acteurs vont commencer à regarder les rapports des autres et voir dans quelle mesure est-ce que tiens, cette métrique elle semble intéressante, ou tiens, cette méthodologie est pas mal, ou tiens, cette façon d'organiser le rapport et de structurer l'information me semble pertinente. Donc voilà, on voit tout un tas de bonnes pratiques qui devraient émerger, en tout cas on l'espère, et nous on essaie d'encourager ça côté autorité publique, et c'est d'ailleurs une des raisons de ma participation aujourd'hui. Deuxième point important pour nous, c'est que on va avoir une année de maturité supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a quand même des travaux méthodologiques qui avancent, que ce soit au niveau du climat ou de la biodiversité, avec de plus en plus de données, de plus en plus d'avancées de méthodologie et de métriques, qui vont à terme du coup nous permettre de pouvoir un peu mieux, davantage répondre à toutes ces exigences. On aura, et j'ai déjà dit, enfin on espère en tout cas, un cadre international sur la biodiversité. Il sera négocié à partir de début décembre pendant 3 semaines. On attache beaucoup d'ambition à cet accord, qu'on compare en général à la COP21 pour le climat. Essayons, en tout cas nous, on est très mobilisés côté autorité publique, et on fait partie de la délégation de négociation, d'avoir un petit peu ce qu'on a demandé, 2 choses assez inédites et sur lesquelles on a vraiment construit tout le cadre de reporting de l'accord du climat, qui est dire une métrique facile à utiliser, 1,5 degré, et une volonté d'aligner l'ensemble des flux financiers sur les grands objectifs de l'accord. Et ça, c'est l'article 2.1c de l'accord de Paris. Nous, on veut la même chose pour la biodiversité. Avoir du coup ce qu'on appelle le goal A, qui détermine effectivement quelle serait la bonne métrique sur vers quoi on va tendre à 2050. Et ensuite, une volonté d'avoir dans l'accord assez haut, avec une grosse ambition politique, la volonté d'aligner l'ensemble des flux financiers privés et publics sur les grands objectifs de préservation, de conservation et de restauration de la biodiversité. Et enfin, un autre élément qui devrait beaucoup aider à l'exercice 2023, c'est les premiers retours des superviseurs. Bon, on sait très bien que la situation est ce qu'elle est. On a beaucoup de nouvelles exigences associées au cadre de finance durable qui rentrent en application et qui sont toujours en train d'entrer en application. Les superviseurs sont complètement débordés. Tout le monde est complètement débordé. Vous aussi, acteurs, vous êtes complètement débordés. Donc, on va essayer, et les superviseurs font aussi partie de cet écosystème, voilà, via les premiers retours qu'ils vous feront, via les premiers échanges que vous allez avoir, via les communications qui seront le cachet en fait, avoir un peu plus de guidance sur la façon d'appliquer, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les pratiques qui ne sont pas considérées comme compatibles avec les exigences du décret, etc., etc. Enfin bref, tout un écosystème avec l'ensemble des parties prenantes qui devrait du coup améliorer les reporting. Et ça, c'est vraiment très important. Et associé à ça, bien sûr, l'entrée en application de dispositions vraiment structurantes. Premièrement, l'alignement à la taxonomie. Vous allez devoir du coup publier pour la part de vos encours sous gestion ou de votre bilan votre part d'actifs alignés. Alors, là-dessus, bien sûr, c'est assez difficile parce que ce n'est pas forcément aligné avec le reporting tel que décliné au niveau de la taxonomie. Je m'explique, quand on a pris le décret, c'était effectivement adopté pile 1 mois avant la publication de l'acte délégué article 8. Pardon pour tout le jargon, mais globalement, l'acte délégué article 8 vient structurer le reporting taxonomie au niveau des entités financières et non financières pour l'exercice de taxonomie. On a eu du coup un décalage à 2024 pour les institutions financières qu'on n'avait pas forcément anticipé. Du coup, vous allez être dans une situation, c'est vrai, qui est peut-être un peu difficile. Vous n'allez pas avoir beaucoup de données de la part des entreprises non financières dans lesquelles vous investissez sur leur alignement du chiffre d'affaires, CAPEX, OPEX, sur la taxonomie. Malgré tout, et ça, c'est quand même des signes de la prise en main par le marché, on a eu un rapport de la plateforme sur la finance durable publié il y a 2-3 semaines que je vous invite à consulter, qui s'appelle Usability of the Taxonomy, ou quelque chose comme dans le genre, qui quand même décrit la prise en main par les acteurs du sujet taxonomie. Et on a vu, en fait, on a découvert assez surprenamment, et on s'est félicité de ça, qu'une grosse partie des acteurs qui étaient du coup censés publier uniquement
éligibilité, c'est-à-dire à quelle mesure vous êtes couvert par la taxonomie et non si vous respectez les seuils. Est-ce que je respecte le seuil de 100 grammes de CO2 par kilowattheure ou pas? Est-ce que je suis considéré comme aligné? Et bien, en fait, de manière assez volontaire, on a à peu près entre 20 et 30% d'acteurs qui ont publié ces informations. Donc, ces informations commencent à être sur le marché. Et donc, vous pourrez, à terme, si c'est possible, commencer à publier certains signes d'alignement. Donc, ça, c'est la taxonomie. Ensuite, c'est les énergies fossiles, j'ai déjà dit, et donc c'est totalement inédit. Vous allez devoir également publier votre part. Pareil, on reste sur la même chose, en cours sous gestion ou bilan de l'exposition aux énergies fossiles. Et pour nous, c'est très structurant, je l'ai déjà dit. Le ministre attache beaucoup d'importance à ça. Il a répété pas plus tard qu'hier lors du Climate Finance Day en disant que effectivement, on a fait beaucoup. On a créé tout un cadre de finance durable très exigeant au niveau européen. On allait plus loin au niveau français. On a tout un cadre international qui se développe, mais on n'y est pas encore. On n'est pas encore, et notamment sur l'énergie fossile. Et donc voilà, là, on va pouvoir avoir, nous, autorités publiques, une vraie visibilité sur l'alignement des encours et des bilans sur l'exposition aux énergies fossiles. Une autre disposition qui est en application et qui est quand même très structurante, c'est tout ce qui est gestion des risques. La gestion des risques qui est entrée en application, là, on a vraiment beaucoup plus de particularités qui viennent décliner pour le climat et pour la biodiversité, différentes dispositions et précisions méthodologiques sur la façon dont vous allez calculer vos risques de transition, vos risques physiques liés au climat et à la biodiversité. On a un gros aspect qui est quand même l'entrée en application de l'estimation quantitative des impacts financiers des risques ESG. Ça, c'est assez énorme, et je pense que je laisserai les experts de Carbone 4 en parler plus tard, associé à un horizon de temps. Donc ça, c'est vraiment assez énorme comme disposition. On n'est pas sûr à 100% qu'on ait encore assez de maturité en termes de méthodologie, de métriques pour pouvoir avoir cette estimation quantitative. Néanmoins, ça nous semble important de faire converger les acteurs, de faire se poser des questions du coup à la fois au cabinet, à la fois aux acteurs non financiers, aux acteurs financiers, etc., de à terme, vous allez devoir publier cette estimation quantitative. On a écrit un caveat dans l'article, dans la 8e section, qui dit voilà, si c'est impossible pour vous de produire cette analyse quantitative, vous allez pouvoir produire une analyse quantitative qui explique notamment en lien avec le plan d'amélioration continue pourquoi vous n'êtes pas capable à ce stade de publier une estimation quantitative. Et enfin, et je termine parce que j'ai déjà pris beaucoup trop de temps, du coup, l'entrée en application du plan d'amélioration continue, qui est ce que j'ai décrit tout à l'heure, l'espèce de complier expand renforcé. Enfin, s'agissant des attentes des autorités publiques. Alors, je l'ai déjà dit en introduction, nous, on n'est pas dans une logique punitive, on est une logique d'accompagnement. On a beaucoup d'ambitions associées à la transition, associées au financement de la transition écologique, énergétique, etc. Donc, on est très ambitieux et on est très exigeant. Néanmoins, on a conscience que c'est un exercice collectif et qu'on doit tous faire des efforts là-dessus. Donc, on compte vraiment sur beaucoup de transparence de votre part, de la part des acteurs, en disant voilà ce que je suis objectivement capable de faire, ce que je ne suis pas encore capable de faire, ce que les cabinets sont capables de produire ou pas, et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut collectivement s'améliorer. Donc, parce qu'on a cet objectif partagé, et on le pense, de transformation de l'économie. Ensuite, un aspect qui est vraiment très important et sur lequel je voulais m'attarder une petite seconde, c'était le pilotage de la transition. Le pilotage de la transition, c'est quelque chose qui est pour nous, et notamment depuis les dernières élections, assez prégnant. On a beaucoup d'initiatives au niveau gouvernemental, on a créé un secrétariat général de la planification écologique, on a beaucoup d'initiatives différentes pour essayer de piloter davantage notre transition, d'avoir une meilleure vision de l'économie. Et là-dessus, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'importance à cela. Les deux dispositions qui disent vous allez devoir produire vos stratégies d'alignement climatique et biodiversité avec des objectifs quantitatifs à 2030 et tous les 5 ans est fondamental. Et fondamental parce que, pour plusieurs raisons, nous permet d'avoir une vision de l'état actuel de l'économie et à quel point on doit renforcer nos politiques ou pas, le cas échéant, et avoir des premiers chiffres utilisables pour nous en disant voilà où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir des chiffres. C'est-à-dire qu'on a créé tout un cadre de finance durable qui commence à entrer en application, donc qui va, on l'espère en tout cas, montrer ses effets. Mais à ce stade, on n'a pas encore de vraie visibilité sur à quel point on aligne effectivement nos flux financiers sur nos grands objectifs climatiques et environnementaux. Et donc ça, c'est vraiment central et c'est pourquoi j'encourage vraiment l'ensemble de la place à se concentrer sur la publication d'objectifs à 2030 et tous les 5 ans. Et ce qui a un peu été raté cette année. Oui, pardon. En termes de planification, je rebondis parce que je sais qu'Antoine, après, a d'autres obligations. Peut-être qu'on peut faire une petite aparté biodiv franchement, en fait, j'avais fini du coup. C'est très important de parler aussi de ces sujets-là, mais c'est juste en termes de timing, si on peut peut-être faire une petite aparté biodiversité. Et je te remercie pour tous les détails, c'est hyper passionnant et je pense qu'on pourrait y revenir
dans 2 minutes peut-être pour justement que tu redonnes peut-être quelques commentaires sur la partie introductive de Antoine Cady, si ça te va. Mais merci beaucoup. Parfait, parfait. Bon, parfait. Merci beaucoup, Arthur. Merci, Mélissa. Et rebonjour à tous. Moi, en fait, je m'inscris vraiment dans la continuité de ce que vient d'expliquer Arthur. Il y a CDC Biodiversité, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc une filiale de premier rang du groupe Caisse des dépôts. On a cette particularité d'avoir les caractéristiques et, je dirais, les valeurs d'intérêt général qui sont portées par le groupe Caisse des dépôts et en même temps d'être une entreprise privée parce que notre unique actionnaire, donc l'établissement public, a souhaité que les solutions que l'on propose s'inscrivent véritablement dans l'exercice des acteurs économiques publics et privés. Donc, c'est vraiment comme cela qu'on a été créé et c'est comme cela, depuis 15 ans, on œuvre à l'émergence de réflexions et, lorsque cela est possible, d'outils, de solutions pour que l'économie et la biodiversité puissent cohabiter. Au début, on évoquait d'ailleurs souvent le fait de pouvoir conjuguer développement économique et biodiversité. Et je crois que plus cela va, on rééquilibre peut-être les choses en parlant davantage de préservation, voire de restauration de la biodiversité. Et Arthur l'a dit il y a un instant, les objectifs sur la biodiversité sont extrêmement importants puisqu'il s'agit de rien de moins que de stopper l'érosion de la biodiversité et certainement aussi dans les prochaines décennies d'envisager une restauration de la biodiversité. C'était singulièrement assez différent des objectifs que l'on avait sur le climat, enfin que l'on a toujours sur le climat, puisqu'avec ce scénario 1,5 degré, finalement, on avait cette possibilité, ce budget encore à consommer quelque part, le temps de réorienter nos économies, notre positionnement, nos émissions, etc. Sur la biodiversité, il va falloir aller plus vite, il va falloir aller plus fort et on part de plus loin. Et c'est en fait exactement la raison pour laquelle, il y a plus de 6 ans désormais, CDC Biodiversité, donc il y a 6 ans, enfin, il y a 6-7 ans, on était juste au lendemain de l'accord de Paris. Là encore, Arthur l'a évoqué, hein, la puissance de cet alignement des objectifs, des méthodologies et des métriques, en l'occurrence la tonne équivalent CO2, le scénario 1,5 degré, et puis cette acceptation, ce consensus autour de la méthodologie du bilan carbone qui a permis de mettre l'ensemble des acteurs économiques en marche sur ces sujets. Et l'on voit aujourd'hui, même si c'est trop lent, pas assez ambitieux, etc., mais on voit en tout cas que les acteurs économiques se sont emparés de ce triptyque et sont rentrés résolument, en tout cas ceux qui le souhaitent, ceux qui sont conscients de cette urgence, sont rentrés résolument dans une démarche de transition. Et sur la biodiversité, nous n'avions pas ce même triptyque. En fait, on n'avait pas vraiment les cibles, on n'avait pas vraiment... non plus, on n'avait pas du tout de méthodologie et on se cachait derrière la biodiversité, c'est complexe, la biodiversité, c'est encore trop mal connu. Et c'est vrai, mais ça ne nous semble pas suffisant pour refuser d'avancer. Alors, on a développé un outil, le Global Biodiversity Score, grâce à l'appui de la Caisse des dépôts et consignations, donc qui très concrètement en fait, nous a financé du temps homme pour pouvoir créer une équipe dédiée. Aujourd'hui, près de 20 personnes travaillent chez CDC Biodiversité au développement méthodologique du Global Biodiversity Score, aux interfaces avec le monde scientifique, en France et évidemment à travers le monde. Nous avons construit et nous accueillons au sein de ce club, donc le club B4B+, un certain nombre d'acteurs économiques et de partenaires scientifiques. Aujourd'hui, plus d'une 50aine d'acteurs majeurs, français, européens et internationaux, cohabitent au sein de ce club. Ils utilisent cette méthodologie. Alors, ils l'utilisent en tant qu'entreprise pour faire finalement l'équivalent du bilan carbone, cette fois-ci pour la biodiversité, à travers l'exercice du Biodiversity Footprint Assessment, qui vous intéressera certainement, puisqu'en tant qu'investisseur, vous cherchez à avoir cette matière, vous avez besoin d'avoir cette information qui vous remonte des entreprises, et vous avez sur cette diapositive un certain nombre de corporates qui, d'ores et déjà, utilisent le GBS. J'en profite d'ailleurs pour souligner que certains d'entre eux, début 2023, feront cet exercice pour la 2e fois. Et donc, on commencera à rentrer dans une démarche à la fois, je dirais, de calibrage et évidemment de recul, de REX. Est-ce que les premiers exercices ont permis de prendre des engagements, de construire des stratégies? Est-ce que ces stratégies se traduisent dans les chiffres par une
réduction de l'empreinte biodiversité. On a également énormément d'institutions financières. Vous en avez quelques-unes qui sont sur cette diapositive, mais il y en a bien d'autres. Et puis des partenaires techniques. Là encore, des partenaires français, mais vous le verrez dans la diapositive suivante, des partenaires également très internationaux, puisque évidemment, développer une solution comme le Global Biodiversity Score n'aurait pas de sens si ça n'était qu'à l'échelle nationale. Alors, vous l'avez compris, nous avons développé donc des solutions pour les grandes entreprises. Nous commençons à pouvoir descendre la maille des entreprises susceptibles d'utiliser cet outil. Donc, on progresse de ce point de vue-là. Et puis, parce que nous avions bien noté l'étroite relation que les investisseurs et les entreprises entretiennent, que nous observions évidemment les uns les autres, ce qui se passait notamment sur la data autour du sujet climat. Et puis que nous avons évidemment au sein du groupe Caisse des Dépôts, nous sommes véritablement convaincus de la nécessité que le monde de la finance et les entreprises bougent conjointement de manière itérative dans un dialogue actionnarial, je dirais à la fois assumé et ambitieux. Eh bien, nous avons effectivement décidé de développer une solution qui se décline pour les différents univers investisseurs et singulièrement pour les large caps qui sont concernés principalement dans l'exercice que nous faisons. Alors, pour être tout à fait transparent, nous nous sommes posé la question de savoir avec qui travailler pour relever ce défi. Hein. C'est un travail qui a commencé avant la sortie du décret article 29, loi énergie-climat. C'est un travail qui nous a pris plusieurs années. Et c'est à ce moment que nous avons constaté que le travail que réalisait Carbone 4 Finance, des équipes que nous connaissons bien et que j'avais le plaisir de connaître par mes responsabilités précédentes, avait véritablement, à travers la qualité de son travail, la qualité de ses analystes financiers, une base de données sur laquelle on pouvait s'appuyer pour véritablement faire ressortir l'intérêt du travail méthodologique que nous avions réalisé. Et c'est sur la base de ce constat, un constat donc de fait partagé entre CDC Biodiversité et Carbone 4 Finance, que nous avons décidé de nous unir pour finalement nous permettre collectivement apporter au marché des solutions qui permettent à la fois de mesurer son risque, de mesurer sa dépendance, sa responsabilité, évidemment faciliter le reporting et commencer à rentrer dans cette dynamique d'objectivation s'agissant de la relation entre vos portefeuilles et la biodiversité. Voilà, un dernier mot simplement pour vous dire que cet écosystème qui est en train de se déployer autour du Global Biodiversity Score et des différentes solutions à destination des entreprises, à destination des investisseurs, à destination des collectivités locales également, avec lesquelles nous avons commencé à travailler il y a plus d'un an. Alors peut-être intéressant de passer la diapositive qui présente un peu les différents réseaux. Voilà, merci. Vous expliquez que nous sommes ensemble, Carbone 4 Finance et nous, des entreprises au sein des grands réseaux d'entreprises. Alors évidemment en France avec les réseaux ORE, EPE qui sont très engagés de longue date sur ces sujets-là, mais au niveau européen, notamment avec la plateforme européenne Business et Biodiversité, au sein de la coalition qui travaille sur le capital naturel, nous sommes très concrètement engagés dans les réflexions, je dirais dans leur dimension technique, mais également dans leur dimension politique, des différentes plateformes, des différents cadres qui sont en train d'être déployés au niveau international et je dirais singulièrement au niveau européen, au niveau français, vous l'avez compris, nous sommes évidemment pleinement en relation avec les services de l'État et très à l'écoute à la fois de ce que ces services nous font remonter comme besoin, attente, évolution, etc. Mais évidemment, très à l'écoute de ce que les acteurs du marché également font remonter comme besoin et comme expérience, suite d'ailleurs à l'utilisation cette première année de la base de données BIA-GBS dont Mona et Mélissa vont vous reparler dans quelques instants. Voilà, vous dire enfin que nous continuons et nous continuerons, ça c'est vraiment une promesse forte de la Caisse des dépôts, à travailler dans la durée à l'établissement de ces standards, en tout cas à l'approfondissement du corpus méthodologique sur lequel donc, nous travaillons depuis plus de 6 ans désormais avec le Global Biodiversity Score. Nous le faisons avec nos équipes et nous le faisons également au sein d'une collaboration
internationale. Nous sommes tous pleinement conscients de la nécessité que plusieurs équipes, plusieurs points de vue, plusieurs peut-être même cultures se rejoignent pour relever ce vaste défi qui, je le disais en introduction, a trouvé son consensus sur le climat, là peut-être pas tout à fait encore sur la biodiversité. Et donc, voilà, le travail que nous faisons au sein du groupe technique SBTN et puis au sein d'un collectif dont vous avez certainement entendu parler, une dizaine, peut-être douzaine d'initiatives qui s'appelle Align, qui est financée par la Commission européenne et auquel nous sommes très heureux de contribuer. Voilà, je terminerai simplement en vous disant que vous avez bien fait de vous connecter aujourd'hui. Vous avez bien fait, vous faites bien de vous poser ces questions-là. Je vous donne 2 raisons. La première, c'est que moi, ça fait plus de 25 ans que j'essaye de partager avec les entreprises avec lesquelles j'échange ou dans lesquelles je travaille la nécessité de prendre en compte la biodiversité, pas simplement dans une approche philosophique, sympathique ou éthique, mais parce que c'est très concrètement au cœur de nos modèles économiques et que nous ne pouvons pas continuer à envisager une économie qui dépende à ce point de la biodiversité, mais qui s'en préoccupe aussi peu. Et puis la deuxième chose, c'est que l'écosystème que je vous ai présenté là en quelques instants, c'est aujourd'hui véritablement le premier écosystème au monde dans le nombre d'entreprises, le nombre d'investisseurs, le nombre de développeurs techniques qui se réunissent pour relever ce défi. Et voilà, nous sommes, vous voyez, le club, il a à peine 3 ans d'existence. Les acteurs qui l'ont rejoint ont doublé en 12 mois. Ça sera à nouveau le cas et je suis persuadé que les prochaines années, les choses iront assez vite et que nous aurons rapidement beaucoup plus que 400 rapports article 29 et que la part des engagements biodiversité dans ces articles 29 sera de plus en plus conséquente. Voilà. Bonne matinée à tous et merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine pour ta présentation. Je ne vais rien rajouter sur la partie partenariat. Pour nous, c'était aussi une évidence de travailler avec vous. On cherchait des partenaires qui partageaient les mêmes valeurs, les valeurs en fait d'intérêt général, et je pense que ton discours le prouve bien. Et aussi les valeurs un peu de souveraineté française, parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment sur ce sujet-là une expertise française, comme on l'a prouvé avec la COP, avec le bilan carbone qui vient de Jean-Marc Jancovici, avec le GDS qui vient de votre côté. Et c'était vraiment la combinaison de 15 ans d'expertise de notre côté et 15 ans d'expertise de l'autre côté, avec des valeurs d'intérêt général, qui a fait qu'on s'est rassemblés sur ce sujet. Ce que je vous propose un petit peu pour la suite, c'est de rentrer un petit peu de plus en plus dans l'opérationnalité de ce rapport article 29, puisqu'on entendait que voilà, il y avait une qualité de rapport qui était encore à améliorer, mais il existe des solutions. Et on a déjà travaillé avec beaucoup d'acteurs sur ces sujets-là, qui ont déjà publié de manière, on pense, avec exigence sur leur scope 1, leur scope 2, leur scope 3, sur également la partie biodiversité, avec le maximum d'indicateurs sur la partie dépendance, etc., etc. Donc le message qu'on va envoyer, c'est que c'est possible. Il y a des sujets sur lesquels on travaille encore et franchement, on pense qu'on va aboutir de toute façon sur les différents sujets que Arthur a évoqués avant, mais qu'il y a déjà énormément de choses qui sont faisables dès cette année. Je veux bien qu'on passe à la slide d'après, s'il te plaît, s'il te plaît, Mona. Donc, juste un petit rappel sur Carbon 4 et Carbon 4 Finance. Carbon 4 Finance fait partie du groupe Carbon 4 qui a été créé il y a 15 ans par Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici dans le but d'aider à la base plutôt des entreprises à comprendre les enjeux en fait, liés au changement climatique et à la partie transition au niveau des risques et des impacts. En 2016, il y a eu énormément de demandes d'acteurs financiers, notamment de Mirova et de Euronext, pour ne pas les citer, mais les citer quand même, pour dire c'est bien tout ça, mais comment on fait pour piloter ? Comment on fait pour planifier? Comment on fait pour choisir? Comment on fait pour avoir de l'impact? Et de là est né en fait Carbon 4 Finance, qui est la filiale, qui est le data provider climat et biodiversité du groupe Carbon 4. On a 3 bases de données qui en fait correspondent un petit peu aux exigences réglementaires, mais ce n'est pas un hasard parce que c'est 3 enjeux très forts, que sont les risques de transition, avec dedans toutes les parties, on va dire, de bilan carbone, d'émissions induites, d'émissions économisées, de gouvernance, les risques physiques qui correspondent en partie également à la partie double matérialité, et la biodiversité, on va aller étudier à la fois l'impact, mais également la dépendance en fait, aux services écosystémiques. Notre particularité à Carbon 4 et à Carbon 4 Finance, c'est de s'appuyer toujours sur une expertise terrain. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, c'est que, comme vous le savez très bien en tant qu'institution financière, bon courage pour trouver pour l'ensemble des entreprises du MSCI ou du Stoxx 600 l'ensemble des scopes 1, 2, 3 pour le carbone et encore moins le MSA km² sur la biodiversité. Et donc, de là se pose la question fondamentale, comment vous faites pour modéliser quelque chose qui ne vous est pas donné directement? Nous, on repart tout simplement notre expertise. Si on est capable de faire un bilan carbone pour un corporate,
ou un bilan biodiversité du côté de CDC biodiversité, pourquoi pas le refaire tout simplement pour les entreprises cotées à partir de ce qu'elles produisent. Et donc ça, c'est vraiment important, c'est ce qu'on appelle le bottom-up, ça veut dire repartir de ce que fait l'entreprise. Est-ce qu'elle produit des voitures? Quel type de voitures? Électriques, hybrides, diesel? Est-ce qu'elle produit des produits alimentaires? Est-ce que c'est des produits laitiers, des produits qui viennent plutôt, on va dire, de protéines végétales, animales? Et à chaque fois, en fait, remonter la chaîne de valeur pour être capable de remodéliser les impacts et les risques. Et ça, c'est possible uniquement parce que Carbon 4 et CDC Biodiversité ont déjà travaillé avec énormément d'entreprises. Et c'est important pour nous, en fait, de délivrer le même message du côté des corporates et du côté des institutions financières. Si on passe à la slide d'après, s'il te plaît, Mona. En termes un petit peu de partenariat, donc comme j'ai pu l'expliquer, pour nous, c'est évident que sur la partie climatique, on travaille Carbon 4 Conseil, et sur la partie CDC Biodiversité, on s'appuie sur l'expertise terrain. Ils ont déjà travaillé avec Nestlé, avec Hermès, mais il n'a pas cité. Voilà, ça nous permet de nourrir une réflexion. Et on travaille sur des nouveaux sujets, notamment dans le cadre de la TNFD, sur la partie écosystème marin, avec des modules de développement sur la partie surpêche. Et c'est toujours important de travailler en relation avec le terrain, de manière scientifique et rigoureuse, et toujours d'avoir une trace d'audit et de transparence. En tant qu'institution financière, aujourd'hui, on vous demande des rapports. Demain, pour les banques, on va peut-être aussi vous auditer. En tout cas, c'est le sens de l'histoire quand on remarque ce qui s'est passé sur toute la partie crédit financière. Et donc, c'est très important d'être capable de maîtriser l'ensemble de la chaîne de calcul et que ce soit des chaînes auditables demain également. Si on passe un petit peu après, en termes d'acteurs et de type en fait, d'asset class qu'on peut avoir, on a en fait la possibilité d'accompagner sur l'ensemble des types d'asset class qu'on peut couvrir, que ce soit en fait des asset class plutôt, on va dire, des loan books. Donc ça, on travaille beaucoup, notamment avec Natixis sur ce sujet-là, mais également pour les acteurs asset managers, asset owners sur toute la partie cotée. Mais on encourage en fait les acteurs, je suis sûre qu'il y en a parmi les 150 personnes qui ont également du non-coté ou des SMEs, à également se poser la question. Et c'est tout à fait possible de vous accompagner aussi là-dessus. Et on est en discussion avec des acteurs en ce moment pour déployer un petit peu BIA-GBS pour des PME dans l'agriculture. Donc tout est possible, les méthodologies existent, les datas existent, c'est juste une question de moyens et d'avancer ensemble main dans la main. En termes d'acteurs qu'on a pu accompagner, le but est en fait d'accompagner tout type d'acteurs qui souhaitent bien faire. Et heureusement, il y en a quand même beaucoup. Donc on a accompagné pas mal d'asset managers, d'asset owners, de banques, d'index providers. On travaille et on est notamment le data provider de toutes les banques centrales de l'eurosystème sur la partie climatique. Et on les pousse beaucoup sur la partie biodiversité parce que ça nous paraît essentiel. Et sur la partie biodiversité, si on fait un petit focus également, on a accompagné beaucoup d'acteurs, que ce soit des grands asset managers comme Amundi. On a accompagné des boutiques comme Vontobel aux États-Unis qui font déjà l'engagement actionnarial sur la biodiversité. Et sur la partie reporting, on a déjà travaillé avec une bonne grosse dizaine d'acteurs, indirectement ou directement. Et ça va être le sujet un petit peu que Mona va développer sur comment on peut vous aider, parce qu'on sait que ça demande beaucoup de temps en interne de décrypter la réglementation, de savoir quelles métriques utiliser, quelles métriques il ne faut pas utiliser, comment il faut les mettre, etc., etc. Et donc ça, on a déjà travaillé avec pas mal d'acteurs l'année dernière et on souhaite le faire encore plus cette année pour vraiment vous aider et que vous puissiez passer du temps sur vos questions de stratégie, vos questions de planification et que la question de la donnée ne soit pas du tout un point bloquant pour avancer sur ces sujets qui sont essentiels. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu, je pense, du contexte, on peut passer un petit peu à la suite. Et on va aller parler de la méthodologie qu'on appelle Carbon Impact Analytics, qui va être une méthodologie pour évaluer les risques de transition. L'idée, maintenant que Arthur vous a expliqué les attentes au niveau de la data, c'est de vous expliquer comment on fait. Et quelques rappels, mais j'espère que c'est déjà des choses que tout le monde maîtrise, sur la partie carbon footprint, qui est exactement la même que pour la partie biodiversité, sur le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Donc c'est très important de savoir, en fait, et notamment quand vous également vous reportez, c'est quoi ces histoires de scope? Le scope 1 et 2, c'est l'activité de l'entreprise liée à ses dépenses énergétiques et ce qu'il peut y avoir sur ses sites. Le scope 3, c'est tout ce qu'il va y avoir en amont et en aval de sa chaîne de valeur. Et c'est très important de comprendre que ce soit pour le climat ou la biodiversité, la clé de la transition et la clé de l'impact se situe au niveau de la chaîne de valeur. Et vous-même, en tant qu'acteur financier, vous avez également un scope 3, et c'est une surprise pour personne, que sont vos émissions financées par les entreprises que vous soutenez également. Et si on passe ensuite à la partie après, pour vous montrer l'importance, parce qu'on ne le mesure pas quand même assez, le scope 3, c'est vraiment là où est l'enjeu clé, que ce soit pour le climat ou la biodiversité. Comme j'ai dit auparavant, ce n'est pas publié par les entreprises, mais on est tout à fait capable de le modéliser.
Et quand on fait des tests de cohérence entre les bilans carbone qui peuvent être faits côté Carbone 4 Conseil ou ce qu'on peut modéliser côté Carbone 4 Finance et pareil côté CDC Biodiversité, on arrive à redonner les grands ordres de grandeur. Ce qui est très important, c'est pas de partir de se dire si on n'a pas les 3 chiffres après la virgule qui soient identiques, on ne peut rien faire. Tant que les ordres de grandeur sont là, on peut commencer à planifier, on peut commencer à avoir une stratégie et à engager un dialogue avec les différents acteurs, y compris sur des acteurs qu'on ne pensait pas peut-être avoir autant d'impact. Et ça, c'est vraiment un petit peu un point de vigilance. Les acteurs notamment de la santé qui ont énormément émergé dans les portefeuilles, les acteurs de l'ICT qui sont également énormément présents dans les portefeuilles de nos clients, sont des acteurs qui ont beaucoup d'impact. Le secteur, par exemple, les GAFAM, ont un impact très matériel et très physique. Et donc ça, il faut vraiment comprendre que tout ce qu'on a comme activité économique a une empreinte, a un impact et également est dépendant des services que la nature peut nous rendre. Si on rentre un peu plus maintenant dans le détail méthodologique, pour la partie risque de transition, on a 4 grandes parties. Le bottom-up que je vous ai déjà expliqué, ce qui veut dire repartir des produits vendus, collecter cette donnée dans les rapports annuels ou auprès des entreprises, réappliquer des facteurs d'émission. La partie chaîne de valeur, et de manière très rapide, je vais évoquer 2 points que sont les émissions économisées et la partie forward-looking. Donc, si on parle un petit peu de la partie émissions économisées, si on parle d'impact et même en fait, tout à l'heure, et j'ai entendu le fameux 1,5 degré, qu'est-ce que ça veut dire qu'un portefeuille est aligné à 1,5 degré? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau planétaire d'atteindre tout ça? Donc, il y a la dimension de risque qui est très importante, mais il y a aussi la question de comment une entreprise performe mieux ou moins bien par rapport à ce qu'on attend d'elle. Et donc ça, en fait, c'est ce qu'on va mettre dans les émissions économisées. On va avoir 2 piliers, une partie qui va comparer l'entreprise par rapport à elle-même il y a 5 ans, et une partie qui va aller comparer l'entreprise par rapport aux scénarios qui peuvent exister, notamment les scénarios 2 degrés. Et c'est tous ces impacts positifs, en fait, qui vont aussi contribuer à la compréhension qu'on a d'une entreprise, si oui ou non, elle vous permet ensuite d'avoir un portefeuille oui ou non aligné à 1,5 degré. Et si tous les flux financiers se comportaient comme votre portefeuille, est-ce que la planète serait aussi alignée à 1,5 degré? Si on passe ensuite à la slide d'après, sur cette partie-là, la dimension de l'impact, ça va être évidemment important sur la compréhension qu'on a de l'ordre de mérite des différents acteurs. Et donc, nous, côté risque de transition, mais on veut vraiment appliquer la même chose sur la partie biodiversité, ça va être de regarder un petit peu 3 grands piliers que sont la performance passée des entreprises, la performance présente des entreprises et la performance future des entreprises. Quand on parle de performance future des entreprises, ça va être vraiment plutôt des aspects de gouvernance. Et donc, ça rejoint tout à fait l'article 29 sur la question des moyens humains qui sont mis en œuvre, de la stratégie, de vos plans d'action, de la partie, on va dire, des plans de réduction sur les scopes 1, 2 et 3. C'est la même chose qu'on va regarder au niveau des entreprises. Et l'ensemble de ces 3 piliers constitue ensuite un rating qui va être une note entre 1 et 15 qui va permettre de donner un ordre de mérite des différentes entreprises qui constituent, je dis entreprises, mais on fait aussi les souverains, donc entreprises et souverains et green bond, etc., de vos portefeuilles. Tout ça, ça va permettre ensuite d'aller à une température de portefeuille et de savoir un petit peu votre alignement. Et donc, l'idée, ça va être de dire, j'ai plein d'entreprises qui constituent mon portefeuille, comment elles se situent, quelles sont un petit peu, en fait, leurs performances, et à partir de ça, être capable de donner la partie alignement qu'on va avoir sur votre portefeuille. Donc ça va être très important. Et c'est demandé pour la réglementation, mais au-delà de la partie réglementaire, qui est une chose, la partie réglementaire, c'en est une, mais c'est vraiment une dimension d'impact pour le pilotage, de vous dire, demain, quelle entreprise j'enlève ou je rajoute, quelle entreprise j'engage un dialogue et avec laquelle je pense, et j'ai les données pour penser qu'elle va aller dans le bon sens. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est important en termes de planification. C'est tout à fait possible aujourd'hui de faire de la planification sur vos portefeuilles. Donc dans le comply or expect, je pense qu'on peut déjà comply pas mal sur pas mal de sujets. Ça conclut la partie risque de transition. Je vais parler rapidement ensuite de la partie risque physique et biodiversité. Donc, si on passe à la partie risque physique, ce qui est intéressant sur la partie risque physique, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on va aller regarder. Donc, on va aller regarder sur la partie risque physique différents aléas climatiques. On en a 7 et des facteurs aggravants. Les aléas climatiques, je pense qu'on les a tous vécus ou vus. Il y a eu énormément de questions sur les inondations que vous avez pu suivre les derniers mois, les questions des feux, de la sécheresse, il y a tous ces points-là que je ne vais pas vous rappeler, je pense qu'on le voit un petit peu au quotidien. Et donc ça va être très important de mesurer comment les entreprises sont situées par rapport aux risques qu'elles ont aujourd'hui et qu'elles auront encore plus demain. Et on va aller regarder ça par rapport à différents scénarios. Donc on va aller regarder par rapport à les différents scénarios. Quand on dit scénario, c'est les scénarios d'augmentation de température. Et c'est important de regarder parce que malheureusement, on ne sait pas aujourd'hui vers quel scénario le plus probable on va aller. Est-ce qu'on peut atteindre les 5,5 degrés?
Est-ce que malheureusement, on est plutôt vers 2 ou est-ce que voilà, on va aller comme, je ne sais pas si vous avez vu les extrêmes et 10 total, plutôt vers 3,5 degrés. Pareil pour les les horizons de temps, on va aller regarder un horizon de temps court et un horizon de temps plus long. Comment on fait ça en quelques mots, sans rentrer non plus trop dans le détail, on pourra rentrer dans la partie questions et réponses. On va aller regarder 2 facteurs que sont la vulnérabilité sectorielle et la partie en fait des aléas qui peuvent arriver. Pourquoi? En fait, c'est très important, et ça, c'est vraiment la particularité de Carbon 4 Finance de faire ça. En général, dans les méthodologies que vous avez chez nos pairs, c'est plutôt la partie vraiment aléa climatique, de dire si vous avez une entreprise qui opère dans ce pays, alors si ce pays a des risques d'inondation, il se passe ça. Or, dans la vraie vie, ce n'est pas aussi simple. Si, par exemple, l'un d'entre vous est allergique au pollen, mais qui va à un endroit où il y a 0 pollen, bah, ce n'est pas très grave. Par contre, s'il est allergique au pollen et qu'il se balade toute la journée dans les champs, il va y avoir quelques problèmes. Et donc ça, c'est vraiment le point central de notre méthodologie, c'est d'aller en fait regarder la vulnérabilité sectorielle et la partie des aléas. Et les deux ensemble va permettre de nous donner une vision sur la partie risque physique. Donc ça, on pourra rentrer plus en détail si vous avez des questions dans la partie Q&A. Mais je propose d'aller directement sur la partie biodiversité pour avoir le temps de parler aussi sur la partie directement reporting. Sur la biodiversité, on voit que le nom de la méthodologie s'appelle BIA-GBS, tout simplement parce qu'on utilise la méthodologie du GBS en sous-jacent pour faire les modélisations, mais on utilise également l'expertise de Carbon 4 Finance sur la partie climatique. Donc, qu'est-ce qu'on va aller regarder un petit peu sur la biodiversité? On est capable d'aller regarder sur les 5 pressions décrites par l'IPBES, que sont l'usage des sols, l'exploitation directe, la pollution, le changement climatique et les espèces invasives, 4 des 5. Donc, en fait, on sait tous faire aujourd'hui, sauf les espèces invasives. En termes d'écosystèmes qu'on peut aller regarder, aujourd'hui, on sait faire la partie terrestre et la partie eau douce. Et on commence à explorer la partie marine, comme je l'ai dit, avec la partie, avec les projets qu'on a et les pilotes avec la TNFD. Donc déjà, quand on regarde par rapport au climat, on se rend compte que ça donne 4 dimensions. En plus de ça, il y a 2 écosystèmes et on va aller regarder tous l'empreinte que peut avoir l'entreprise dans le passé et les empreintes additionnelles. Donc ça fait vraiment beaucoup de data. Et donc là, j'en viens à un point qui est essentiel. On se rend bien compte que c'est un sujet complexe. Aujourd'hui, on fait un peu en accélérer les présentations des méthodologies. Mais en fait, et c'est vraiment là notre rôle, et Mona l'expliquera, c'est de vous accompagner dans la compréhension de ces enjeux-là. Et donc, à Carbon 4 Finance et CDC Biodiversité, on passe énormément de temps sur l'explication des données et on est à votre disposition tout au long de l'année pour vous expliquer un petit peu les résultats, vous expliquer les méthodologies. C'est clairement pas 1 heure un vendredi matin qu'on peut tout aborder. C'est vraiment un overview, j'allais dire, de comment ça fonctionne. On va évidemment aller regarder sur la partie biodiversité l'ensemble de la chaîne de valeur, donc le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Et ce qui est très important, et l'article 29 était très novateur là-dessus, on va aller regarder ce qu'on appelle le score de dépendance. Si on rentre un peu plus dans le détail sur la slide d'après, la première chose importante, on parlait un petit peu en termes de métriques, on parlait de tonnes de CO2, et pour la biodiversité, il existe une métrique qui s'appelle le MSA, qui est le Mean Species Abundance, qui est tout simplement, en fait, si vous êtes dans un écosystème qui est totalement naturel, dans son état vierge, vous allez avoir 100% des espèces qui sont présentes, donc 100% des MSA. Et si vous êtes dans un écosystème totalement artificialisé, vous allez avoir 0% des espèces qui sont censées être là, donc 0%. Bien entendu, entre les deux, il y a tout le panel entre 0 et 100%. Et donc là, si on va à la slide d'après, ce qu'on va aller regarder, et d'ailleurs ce qui est demandé également sur la partie impact et empreinte, c'est l'écart entre les deux. Donc ce qu'on va regarder, c'est par rapport à l'écosystème initial, comment est l'écosystème impacté par l'activité économique de l'entreprise ou du souverain. Et donc si on prend l'exemple d'une forêt, donc supposons qu'on va aller prendre une entreprise qui fait du papier, elle va aller exploiter une forêt, donc il y aura quand même des arbres, mais ça ne sera plus la forêt naturelle avec plein d'espèces différentes, parce qu'on va avoir une exploitation. Et donc là, ce qu'on va aller mesurer, c'est l'écart entre les deux, donc entre le 100% et le X% qui va être l'état de la forêt en tant que tel. Et l'écart entre les deux en pourcentage, on va l'appliquer à la surface impactée, donc en l'occurrence, pourquoi pas ici, 100 km². Et donc, on va avoir 70 MSA km². Et si on simplifie, 1 MSA km², ça correspond à l'artificialisation de 1 km² d'un écosystème qui était à la base dans son état naturel. Donc ça va être très important. Votre but en tant qu'institution financière, c'est de minimiser le MSA km², comme c'était déjà votre but de minimiser la tonne de CO2. Alors, c'est des sujets qui sont très liés. On sait que, de toute façon, si vous agissez sur le climat, vous allez avoir un énorme impact sur la biodiversité. Et il y a eu un dernier rapport qui est sorti de VVF qui disait justement que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais
le changement climatique va avoir un impact énorme sur la biodiversité. Et en fait, comme ça va avoir, par exemple, si on parle des feux ou de la sécheresse, si on n'agit pas sur le climat, ça va avoir un impact très important sur la biodiversité. Mais si on agit sur le climat, ça va avoir un impact positif énormément sur la biodiversité aussi. Donc, tout le travail que vous faites d'un côté, je vous rassure, il est utile dans l'autre aussi. Un point important quand même, et Antoine en a placé un mot, c'est qu'aujourd'hui, sur la biodiversité, on est déjà en dessous des limites planétaires. Et donc, il est essentiel d'avoir bien ça en tête, que là, il ne s'agit plus uniquement de se dire on change un petit peu à la marge les business models ou la façon dont les impacts qu'on peut avoir, mais il va falloir changer de manière très, très forte, puisque si on continue comme on est en train de continuer, eh bien, en fait, on peut voir sur la courbe en gris qu'on diminue encore les écosystèmes et donc les services qui peuvent nous rendre également. Si on se dit, bon, ok, je continue à faire ce que je fais maintenant, mais je ne fais rien de nouveau dans l'état actuel. Donc, si on prend l'exemple de McDonald's, il se dit, je fais exactement le même nombre de burgers tous les ans, mais je ne vais pas en vendre plus. Ce n'est pas suffisant. Et donc, on se rend compte qu'il va devoir avoir un changement de paradigme sur la façon dont on fait les choses pour remonter au niveau des écosystèmes qu'on peut avoir. Et je pense qu'un très bon exemple, c'est ce qu'est en train de faire Decathlon, et je vois qu'il y a d'autres marques qui commencent à se lancer là-dessus, sur l'économie circulaire, de se dire on n'est peut-être pas obligé de reproduire à chaque fois les mêmes objets et de réfléchir un petit peu à la façon des usages également. Si on passe un petit peu à la slide d'après, parce que là, vous êtes en train peut-être de vous dire c'est bien tout ça, on peut passer, je pense, encore à la slide d'après maintenant. Mais la data, concrètement, comment vous faites? Parce que cette histoire de MSA, ça paraît complexe. Et puis, encore une fois, on n'a toujours pas compris, les entreprises ne publient pas. Donc, comment vous faites cette magie noire de tenir un chiffre en MSA kilomètre carré? Alors, on vous explique tout ça. On va prendre une entreprise qui fait, et cette entreprise, on va l'appeler Chicken Lui, son empreinte en MSA kilomètre carré. La première possibilité, c'est de faire une analyse qu'on appelle top-down, qui est donc de dire cette entreprise fait du poulet. Et pour faire du poulet, on va utiliser en fait des modèles qui s'appellent Exobase et Comotool. De quoi elle a besoin? Elle a besoin de poules. Et si elle a besoin de poules, elle a assuré besoin de les nourrir. Et donc, elle a besoin de graines. Et donc, un premier modèle va nous donner en fait l'équivalent en termes de chiffre d'affaires, en termes de tonnes de maïs qui vont être nécessaires pour nourrir les poules qui sont nécessaires à cette activité. Ensuite, on va utiliser d'autres modèles qui sont des modèles internes à CDC Biodiversité et à Carbon 4 Finance, qui vont aller transformer cette question de tonnes de maïs en une question de pression, de dire très bien, si j'ai besoin de produire tant de tonnes de maïs, et je simplifie énormément le problème, combien de kilomètres carrés de champs je vais avoir besoin pour cette activité économique? Et donc là, on va aller parler de pression, notamment la pression usage des sols. Et enfin, on va utiliser un dernier modèle qui s'appelle Globio, qui va aller nous dire l'équivalent de kilomètres carrés en MSA kilomètre carré. Si j'ai besoin d'exploiter un champ, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact? Et donc, il faut savoir en fait que cette simplification que je vous ai donnée, elle est déjà faite sur l'ensemble des secteurs d'activité. On a déjà des très bonnes couvertures sur les grands indices. Et donc ça, c'est vraiment une méthodologie qu'on va appeler top-down. Maintenant, comme je l'ai expliqué un petit peu au début, cette méthodologie top-down a ses limites, puisqu'elle ne vous permet pas de différencier un petit peu les acteurs au sein d'un même secteur. Donc là, c'est très important d'aller sur une méthodologie bottom-up qu'on fait déjà sur le climat et qu'on est en train de déployer sur la biodiversité. Donc, sur toutes les pressions que vous avez sur la biodiversité, la pression changement climatique, elle est déjà faite en bottom-up. Donc là, l'idée, ce n'est pas de dire qu'est-ce que fait l'entreprise de manière générale, ça va aller dire qu'est-ce qu'elle fait exactement. Donc, dans les sandwichs de Chicken Corp, est-ce que tous les sandwichs sont en poulet? Est-ce qu'il y a certains sandwichs qui sont, je ne sais pas, avec du tofu? Est-ce qu'en plus de ces sandwichs, elles vendent, j'en sais rien, pour le dessert, des yaourts? Et tout ça, on va aller récupérer ces informations dans les rapports annuels. On va collecter l'information de ce qui est produit et on va aller directement appliquer des facteurs d'émission, l'équivalent des facteurs d'émission, pour aller récalculer à chaque fois le MSA kilomètre carré. Et donc ça nous permet d'aller différencier les acteurs au sein de leur secteur. On est en train de le faire sur l'agriculture, on va le faire sur l'énergie, on va le faire sur le minier, et on va aller le faire sur tous les secteurs. Sur le climat, on a 64 secteurs en bottom-up, et le but, c'est vraiment de déployer ça sur la partie biodiversité, également sur l'ensemble des pressions. Donc là, un petit rappel, du coup, c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir les différentes informations à la fois au niveau des différentes pressions, donc terrestres, aquatiques, mais également sur l'usage des sols, la partie changement climatique, la partie pollution et la partie exploitation directe. Donc ça clôture un petit peu la partie, on va dire, data. On peut passer un petit peu à la slide d'après, si tu veux, Mona. Le dernier point, c'est que là, on a parlé de l'impact, donc ça veut dire concrètement l'impact des entreprises sur les écosystèmes, mais le monde, je ne sais pas s'il est bien fait ou mal fait, mais c'est qu'en fait, c'est un tout. Et donc, les écosystèmes, ils le rendent bien, dans le sens que si les écosystèmes se dégradent,
ils vont moins en moins rendre les services qu'ils nous rendent gratuitement aujourd'hui, que sont notamment, je prends un exemple simple, la pollinisation. Aujourd'hui, on a des abeilles qui très gentiment font ce travail-là pour tous les agriculteurs et qui permettent à chacun de se nourrir. Mais ce service-là, il est malheureusement aujourd'hui en danger. Et donc ça va être une autre grille en fait, de mesures qui va être un score de dépendance au service écosystémique qu'on calcule grâce à un outil encore qu'on a amélioré avec CDC Biodiversité. Et donc cet outil-là, il est très puissant pour engager un dialogue avec les corporates que vous avez, pour leur dire c'est important pour vous, parce qu'en fait, c'est stratégique pour vos business, et donc c'est aussi important pour vous, institutions financières. On peut passer ensuite à la slide d'après si tu veux, Mona. Donc pour terminer un petit peu sur la partie BIA, et ça va clôturer la partie data, c'est très important de comprendre les enjeux clés. C'est important de comprendre que c'est tout à fait possible. Donc pour moi, et donc ça c'est le message un petit peu qu'on envoie au Trésor, il devrait y avoir que des comply et pas trop d'explain parce que c'est faisable. Et après, on est là pour accompagner parce que c'est un exercice difficile. Et donc ça, je passe le relais à Mona qui va expliquer un petit peu comment on a pu accompagner, comment on accompagne et comment on accompagnera par rapport aux nouveaux changements dans les exigences, les acteurs qu'on peut aider sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Mélissa. Du coup, je prends le relais sur vraiment la solution complète qui vous permettra de répondre à l'article 29. Il faut se dire que déjà en 2022, on offrait les outils à nos clients pour répondre à l'article 29, donc au comply des exigences de cette réglementation. Si je rentre un petit peu plus dans le détail de comment nos bases de données et notre expertise peuvent être utilisées, donc en fait, on va vraiment offrir une solution clé en main sur le climat et sur les sujets de la biodiversité et qui se décline en 3 différentes parties, on va dire. Donc, la première, c'est déjà le fait qu'on a une expertise sur le climat et la biodiversité. Donc, Mélissa le mentionnait notamment, mais c'est vraiment très important de monter en compétences, d'être formé sur les différents enjeux climat et biodiversité. Donc, nous, on va justement faire ces formations de méthodologie avec vous. Mais également de fournir un appui sur la compréhension des exigences de publication. Donc, par rapport à ce décret d'application de l'article 29, qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour moi? Qu'est-ce que je dois reporter en termes d'indicateurs, etc. Ensuite, on a une deuxième partie qui est plutôt vraiment l'accès aux données en tant que telles sur le climat et la biodiversité pour que vous puissiez avoir vraiment des données robustes, donc basées sur 15 années d'expertise tant de Carbone 4 Conseil que de CDC Biodiversité sur ces sujets-là. Et enfin, on va également fournir un rapport vraiment adapté et un bilan, une photographie de où vous vous trouvez à l'heure actuelle, tant sur le climat que sur la biodiversité. Donc, avec une restitution de l'analyse des portefeuilles et un rapport article 29 qu'on va fournir. Et également, ce qui est très important, des perspectives sur les résultats obtenus. Donc, pourquoi j'ai obtenu une telle empreinte biodiversité, une telle empreinte carbone, etc. Donc, si je fais le lien avec ce que présentait Arthur, donc vraiment le point important, ça va être vraiment l'alinéa 3, donc la section 3 de l'article 1er de l'article 29, où on va pouvoir vous aider à répondre. Donc, on a plus particulièrement mis en avant là où on pourra fournir des indicateurs, donc ça sera plus particulièrement les paragraphes 5 à 8, où on va couvrir avec nos méthodologies. Le reste, ça sera l'institution financière qui pourra justement développer une gouvernance sur le ESG, par exemple, une stratégie d'engagement, etc. Donc, vraiment faire cet exercice-là de l'autre côté. Et alors, je réinsiste également sur le paragraphe 9, sur la démarche d'amélioration continue qui va être demandée notamment en 2023 et qui pourrait potentiellement, ou potentiellement à Carbone 4 Conseil, pourrait aussi vous aider à prendre une direction par rapport à ce point-là. Si je rentre un petit peu plus dans le détail de ces indicateurs et qu'est-ce que nous, on peut fournir en fait avec les bases de données très précisément. Donc, si on regarde les résultats détaillés qu'on fournit par rapport aux différents paragraphes, le premier, ça va être donc le paragraphe 5 sur l'alignement à la taxonomie et la part d'énergie fossile. Donc, nous, au niveau climatique, on va fournir une part verte et une part verte éligible, ainsi qu'une part fossile et une part brune. Donc, on a un indicateur supplémentaire, la part brune qui est uniquement sur les activités liées au charbon. Donc, ça va être pour le paragraphe 5. Pour le paragraphe 6, l'alignement sur l'accord de Paris. Là, il y a 2 indicateurs différents qui sont proposés par le régulateur. Donc, soit une augmentation implicite de la température des portefeuilles, soit un volume d'émissions de gaz à effet de serre. Nous, comme l'expliquait Mélissa, on va déjà avoir une méthodologie en fait, pour calculer l'augmentation de la température des portefeuilles. Et c'est ce qu'on va fournir dans le cadre de l'article 29 et ce qu'on a déjà d'ailleurs fourni à nos clients l'année passée.
Pour la partie, là, si on rentre un petit peu plus dans le sujet de la biodiversité, le paragraphe 7, il est vraiment dédié à ça. Donc, l'alignement biodiversité. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir fournir comme indicateur Carbone 4 Finance et CDC Biodiversité? Ça va être premièrement l'évaluation de la part des différentes pressions de l'IPBES, donc dans les résultats, et l'utilisation d'un indicateur d'empreinte biodiversité basé sur la méthodologie BIA-GBS. Et enfin, sur le paragraphe 8, au niveau de la gestion des risques, là, on va à nouveau discuter des sujets biodiversité, climat, risque de transition, risque physique, ou sur la biodiversité, encore une fois, on le cite, l'empreinte biodiversité qui va être utilisée est très important, une mesure de la dépendance de votre portefeuille vis-à-vis des écosystèmes. Et là, encore une fois, c'était quelque chose qui avait déjà pu être fourni en 2022. Donc, déjà en 2022, des méthodologies existaient. Cette année, d'autant plus, on va pouvoir réutiliser ces méthodologies qui avaient été proposées l'année passée. Et sur le climat, donc on va avoir une mesure du risque de transition et en utilisant par exemple l'empreinte carbone que l'on calcule pour les différents constituants du portefeuille, que ce soit entreprise, souverain. On va également fournir cette fameuse note de risque dont Mélissa a parlé, donc de A+ à E-, et une analyse prospective de la stratégie, donc savoir qu'est-ce qui va être mis en place au niveau forward-looking, donc stratégie future de l'entreprise pour s'aligner avec les accords de Paris. Et enfin, sur la partie risque physique vulnérabilité, on va également utiliser des indicateurs de la méthodologie CRIS, donc le score de risque selon 2 horizons de temps et 3 scénarios. Donc voilà, ça c'était un petit détail des indicateurs en fait, qu'on peut fournir par rapport à ces différents paragraphes des exigences de publication de l'article 29. Si maintenant on passe plutôt concrètement comment ça se passe, en fait, au niveau de la réception, dès le moment où on va recevoir de votre part l'inventaire de vos portefeuilles, donc opposition du 31/12/2022, donc pour cet exercice 2023, donc on va recevoir ces inventaires. L'idée, la première semaine, c'est déjà de faire une phase de cadrage ensemble pour être sûr qu'on est aligné sur vos besoins, vous expliquer quelles sont les exigences réglementaires, vous former sur les méthodologies, etc. Donc vraiment vous accompagner par rapport à ces éléments-là. Ensuite, pendant 2 à 3 semaines, on va analyser les données climat et biodiversité de vos portefeuilles plus particulièrement pour enfin aboutir vraiment à une livraison du rapport et accompagner également sur la restitution, sur les messages clés compris, etc. Ça, c'était pour l'explication un petit peu de tout ce qu'on peut fournir. Ensuite, si on retourne un petit peu en arrière plutôt sur le retour d'expérience en 2022. Donc, c'était bien une première édition pour nos clients et pour les institutions financières, justement, de répondre à cet article 29. Et ce premier exercice, il avait eu un franc succès parce qu'on avait pu justement répondre vraiment à l'article 29, aux exigences de l'article 29, tant sur le climat que sur la biodiversité. On a notamment listé quelques clients qu'on a pu accompagner l'année passée dans l'écriture du rapport article 29. Donc voilà, vraiment pouvoir les accompagner par rapport à cela, et notamment sur les sujets de biodiversité. Arthur le mentionnait notamment, il y avait beaucoup de explain l'année passée. Nos clients ont pu directement faire un comply, on va dire, par rapport à l'article 29 et les différentes exigences sur la biodiversité. Voilà, j'ai essayé d'aller assez rapidement, étant donné que par contrainte de temps, je pense que c'est intéressant aussi qu'on passe un petit peu de temps ensemble sur les questions. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter par rapport à ça pour justement discuter de quels sont vos besoins, de vos interrogations sur justement comment moi je peux répondre à l'article 29 plus particulièrement. On sera vraiment ravis d'en discuter avec vous, avec ma collègue Mélissa. Mais ça, je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose. Peut-être qu'on peut aller regarder un petit peu les questions éventuellement. Oui, alors je vous laisse. Malheureusement, moi, je n'y ai pas accès, mais... Je pense qu'il n'y a plus besoin du partage d'écran maintenant pour aller directement sur la partie questions là-dessus. Ouais. J'ai vu quelques questions qui étaient de l'ordre, en fait, la différenciation des produits sur le scope 3. Je ne sais pas si tu vois les questions, Mona, ou pas là. Non, tu vois pas. Donc, c'était la question un petit peu, la différence entre le lait végétal, le lait animal. Oui, on est capable de faire la différence entre les deux. Si tant est que l'entreprise disclose à propos de ces informations-là. Donc, c'est un cercle, j'allais dire, vertueux
nous, on prend vraiment l'information la plus précise à notre disposition pour pouvoir faire ces modélisations. Et ça a énormément, hein, c'est évident, hein, si on compare le lait de soja ou le lait de vache, ça a un impact énorme sur le scope 3, que ce soit sur la partie changement climatique ou la partie usage des sols pour la partie biodiversité. Il y avait des questions sur les scénarios de crise, si on utilisait ceux de RCP, si on compte utiliser d'autres scénarios. Si vous avez des suggestions sur ces questions-là, on est en pleine refonte sur la partie risque physique. Donc, si voilà, vous êtes expert sur les questions de risque physique, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Peut-être que Mona, tu peux remettre nos mails dans le chat. Mais voilà, on est vraiment à votre disposition pour rediscuter des différentes méthodologies et également de vos différents besoins là-dessus. Je vois ensuite qu'il y a des questions sur les développements à venir sur les fonds de fonds. Et donc, il y a la question de la géolocalisation en amont de la chaîne de valeur, lieu de production. Pareil, sur les... Alors, il y a beaucoup de questions dans cette partie-là. Alors, je pense que la première question, elle est vraiment plutôt de l'ordre sur la partie asset owner. Comment on peut accompagner un asset owner? Et j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont présentes sur la partie private equity. Donc, je pense que c'est deux sujets qui sont assez intéressants, de l'accès à la donnée. Pour moi, les fonds de fonds, ce n'est pas un sujet tant que vous avez la transparisation. Donc, ça peut être un fonds de fonds de fonds de fonds de fonds. Tant que vous savez dans quoi vous investissez à la fin, il est tout à fait possible de faire une analyse, soit parce que c'est des entreprises cotées, auquel cas on a déjà les informations, soit c'est une entreprise privée et on le fait déjà et on accélère cette partie-là. Donc, si vous êtes un fonds de private equity, que vous avez plusieurs centaines, plusieurs milliers de lignes, que vous souhaitez faire des bilans, soit risque physique, biodiversité ou la partie risque de transition, avec les bilans carbone, on est tout à fait en capacité de vous aider là-dessus. Ensuite, il me semble que voilà, il y avait des questions un peu plus. Je ne sais pas si Mona, tu veux reprendre la main, mais il y avait des questions un petit peu sur la géolocalisation en amont de la chaîne de valeur, lieu de production. Sur la partie risque physique, si je dévoile un petit peu notre avis sur cette question très complexe, on va dire qu'il y a en effet la question de la géolocalisation des assets, qui n'est clairement pas simple, parce qu'en fait, quand vous regardez un peu les bases de données disponibles, elles existent uniquement sur certains secteurs d'activité, ou en tout cas, c'est ceux qu'on a réussi à voir, du type secteur minier, secteur de l'énergie, mais on n'a pas du tout réussi à trouver des bases de données complètes sur l'ensemble des champs, à quel endroit les champs de maïs sont présents dans le monde, et surtout, faire ce lien-là entre ces champs-là et qui exploite ces champs. Est-ce que, je reprends l'exemple de McDo ou je ne sais pas, Quick, exactement à quel endroit ils ont leur chaîne de valeur à eux. Et il faut bien différencier la partie asset base scope 1 et 2, donc de dire pour une usine où sont mes usines, et le scope 3, où sont les usines de mes suppliers et où sont les magasins de mes clients. Et ça, c'est vraiment une dimension qui est très complexe sur la partie risque physique. On commence, quand je dis on commence, ça fait quand même quelques mois qu'on est sur cette partie-là. Et au-delà de ça, si je termine sur la partie risque physique, vous avez une dimension qui est complexe, mais qu'on souhaite également mettre dans notre méthodologie, qui est la dimension de l'État, en fait. Vous avez beau être une entreprise qui est parfaitement adaptée, supposons qui a pris toutes les mesures sur l'infrastructure de vos assets, vous connaissez exactement où sont vos suppliers, vous avez vraiment tout fait parfaitement, mais l'État dans lequel vous opérez lui-même n'a pas du tout réfléchi aux questions d'adaptation. Et donc, en fait, vous vous retrouvez avec des routes qui vont être déformées, des ponts qui vont plus être en fonction, des transports qui ne vont pas marcher. Et donc, en fait, il y a aussi cette question-là de chaîne de valeur au niveau de l'État et des transports en fait, que vous allez devoir utiliser, des infrastructures publiques, qui est aussi une dimension très complexe qu'on souhaite également incorporer dans la deuxième version de CRIS, qui aura plutôt lieu en fin 2023. Donc voilà, encore une fois, si je vois qu'il y a des experts un peu sur ces sujets, n'hésitez pas à nous solliciter. Si je poursuis un petit peu sur les différentes questions, il y a des questions un petit peu que je regarde sur les slides. Donc les slides, tout à fait, vont être envoyés et le replay va être mis également en ligne. Donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas tout pris en prise de notes, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et si je regarde, je vois qu'il y a une question et peut-être que Arthur... alors, je ne sais pas si ça rentre peut-être dans quelque chose que tu peux répondre, mais il y avait imposé de la disclosure avant que de la distinction entre les deux modes soit faite. N'est-ce pas le moyen le plus sûr de décourager les efforts vers les modes les plus vertueux? Par exemple, si on n'est pas capable de faire la différence entre un kilowattheure avec du charbon ou du solaire, et le parallèle était fait avec justement le lait végétal et le lait de vache. Encore une fois, on est en capacité de le faire. Par contre, la question, c'est est-ce que l'entreprise va discloser cette information dans sa stratégie en disant il y a X% de nos produits qui viennent de protéines végétales versus animales.
Et après, voilà, j'imagine que la partie CSRD et toutes les disclosures côté aussi entreprises doivent marcher de pair avec les institutions financières. Donc, je vais peut-être les sortir de dire un petit mot là-dessus. Non, exactement, c'était exactement l'objectif qu'on poursuit, d'avoir cet écosystème de données sur l'ensemble des activités des entreprises pour avoir une vraie visibilité. On ne souhaite pas, en fait, on souhaite avoir une approche assez holistique, hein. C'est la philosophie qu'on a poursuivie en créant la taxonomie avec le critère DNSH, en créant tout l'ensemble du cadre, en créant cette marge ESG, en créant cette fair transition. Enfin, tous ces éléments qui nous semblent vraiment primordiaux pour envisager tous les sujets de durabilité, quoi. Et une fois, et c'est vrai, et là on peut le regretter, mais après chacun fera son mea culpa, qu'on l'a peut-être fait, on aurait peut-être dû se concentrer d'abord sur la création de cet écosystème de données de la part des entreprises. Je pense qu'on a pris un petit peu de retard là-dessus au niveau européen. Malgré tout, je pense qu'on a quand même bien rattrapé le tir avec la CSRD qui a un niveau d'exigence et un niveau d'ambition quand même très 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 fort. On devrait créer cet écosystème de données à partir de 2025. On espère que ça fonctionnera et que ça aidera tout le monde à avoir du coup cette vision pour pouvoir assurer du coup une bonne qualité des méthodologies d'analyse. Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions, en tout cas qui sont dans la partie questions et réponses. Je ne sais pas s'il y en a des dernières là-dessus, je regarde. Hop. Je pense qu'on a fait un bon tour. Il est quasiment l'heure de déjeuner. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on vous envoie les slides de la semaine prochaine. On va également, en fait, on a déjà publié un article sur le sujet de l'article 29 sur notre site et qu'on vous remettra. Et puis ensuite, pour toutes les institutions qui sont intéressées, que ce soit au niveau de la stratégie, et là, on pourra plutôt faire un accompagnement avec Carbone 4 Conseil et Carbone 4 Finance, que ce soit au niveau de la data ou que sais-je, si vous avez des questions que vous voulez qu'on remonte à Arthur, n'hésitez pas. En tout cas, on tâchera de faire le pont si jamais vous avez des questions plutôt côté on va dire, régulateur. Mais n'hésitez pas, et vraiment notre message, c'est que c'est faisable. On a beaucoup travaillé dessus en coordination avec différents acteurs pour vous faciliter la vie, pour que vous puissiez passer du temps sur les choses qu'on ne peut pas faire pour vous, donc votre stratégie, la planification et l'engagement. Et on espère que voilà, collectivement, on va avoir un super impact côté financier cette année. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et à très bientôt. Très belle journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.